Docteur Synapse. L'iceberg émerge. C'est le titre du cas clinique d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'un patient que j'ai pris en charge au CHU Brugmann. Le 30 décembre 2020, le patient se présente pour hypocalcémie. C'est un patient de 45 ans qui est référé par son médecin traitant pour une hypocalcémie à 1,44 mmol par litre. Il rapporte que depuis décembre 2020, il a une asthénie, vision trouble, paresthésie au niveau des extrémités, que ce soit membres supérieurs et inférieurs, et des crampes au mollet. Également suivi en gastroentérologie pour constipation, avec une une colonoscopie en mars 2020, normale. Comme antécédent, infertilité due à une azospermie totale. À l'examen physique, le patient présente un signe de Chvostek positif, ainsi qu'un signe du Trousseau positif aussi. On réalise un ECG. Le QT corrigé n'est pas très allongé. Ok, que faut-il faire face à une hypocalcémie? Se poser la question s'il y a des symptômes sévères, comme le signe de Chvostek ou Trousseau, tétanie, voire convulsion. Est-ce qu'il y a des complications? L'insuffisance cardiaque, l'allongement du QT corrigé. Est-ce que le taux de calcium est effondré, inférieur à 1,9 mmol par litre, ou ionisé inférieur à 0,8? Si c'est le cas, traitez le patient avec du calcium en IV. Ensuite, se poser la question, est-ce qu'il y a une hypomagnésémie? S'il y a une hypomagnésémie, il faut la corriger. Si tu as une hypocalcémie qui est légèrement symptomatique ou chronique, avec calcium corrigé supérieur à 1,9 ou supérieur à 0,8 si tu doses le calcium ionisé, corrige par du calcium en péros. Revenons maintenant à notre patient. La prise de sang révèle une hypocalcémie sévère, calcium corrigé à 1,46 et ionisé à 0,77, magnésium normal, phosphore à la limite inférieure de la normale, fonction rénale normale, transaminase légèrement altérée, et on voit aux anciennes prises de sang que les transaminases étaient également un peu altérées. Le spot urinaire montre que le patient retient énormément de calcium. Le reste du bilan montre une ferritine effondrée, acide folique indosable, vitamine B12 normale, PTH haut 170 et 25 OH vitamine D effondrée. Voici un petit résumé de l'homéostasie phosphocalcique. Je te réfère à mon ancienne vidéo métabolisme phosphocalcique. On va maintenant s'attarder sur les causes de l'hypocalcémie. Tout d'abord, se poser la question, est-ce que le patient prend des médicaments qui pourraient entraîner une hypocalcémie? Si c'est le cas, il faut les arrêter. Sinon, dose la PTH. Si la PTH est diminuée, l'hypocalcémie peut être due soit à une destruction des parathyroïdes ou à une hypomagnésémie. D'un autre côté, si la PTH est augmentée, pense à un déficit voire une résistance en vitamine D, insuffisance rénale chronique, résistance à la PTH ou déposition extravasculaire. Notre patient avait une hypocalcémie avec PTH augmentée et déficit en vitamine D. En résumé, le patient présentait une hypocalcémie sévère sur carence en 25 OH vitamine D. La carence en 25 OH vitamine D peut être due à une pathologie gastro-intestinale associée éventuellement à une faible exposition au soleil. Quelles sont les pathologies gastro-intestinales qui peuvent entraîner une carence en 25 OH vitamine D? Pense à la malabsorption gastro-intestinale, les pathologies de l'arbre hépatobiliaire et les pathologies du pancréas. On réalise une échographie abdominale qui revient normale. La calprotectine fécale est à 159. Et pour les anticorps, rien de spécial sauf les anticorps anti-Saccharomyces qui sont positifs. Pour le résultat des anticorps antitransglutaminase et antigliadine, c'est en cours. On revient sur nos diagnostics, on peut éliminer les pathologies de l'arbre hépatobiliaire et les pathologies du pancréas. On pense alors à une malabsorption gastro-intestinale, soit due à une maladie de Crohn ou une maladie cœliaque. Le diagnostic tombe grâce aux anticorps antitransglutaminase et antigliadine qui sont très positifs. C'est donc une maladie cœliaque. Nous allons maintenant passer à la partie théorique de la maladie cœliaque. Tout d'abord, qui tester? Est-ce qu'il est intéressant de tester un patient asymptomatique, c'est-à-dire qui n'a aucun symptôme?
Dans les années 90, il y a eu plusieurs études qui ont essayé de montrer l'intérêt de doser les anticorps chez les patients asymptomatiques afin de détecter une maladie cœliaque. Mais le Task Force a publié dans le JAMA en 2017 qu'il n'y a pas d'intérêt à doser les anticorps chez les patients qui n'ont aucun symptôme, sauf chez les patients qui ont un proche du premier ou du deuxième degré qui présente une maladie cœliaque. Qui testait encore? Les patients qui présentent des symptômes suggestifs d'une pathologie gastro-intestinale. Tous les signes et symptômes que je marque en vert étaient présents chez notre patient. Par exemple, diarrhée, constipation chronique ou récurrente, malabsorption, perte de poids non intentionnelle, douleur ou ballonnement abdominal, et les patients étiquetés d'intestin irritable ou d'intolérance au lactose. Qui testait encore? Les patients qui présentent des symptômes ou signes extradigestifs. Au niveau de la peau et des muqueuses, la présence d'une dermatite herpétiforme qui est assez typique de la maladie cœliaque, une stomatite afteuse persistante, c'était le cas de notre patient, avec des aftes qui reviennent tout le temps, et une hypoplasie de l'émail dentaire, c'était le cas de notre patient aussi. D'autres symptômes et signes extradigestifs, au niveau obstétrique et reproduction, fausse couche répétée, une progéniture avec faible poids à la naissance, et une diminution de la fertilité. Au niveau de l'os, la présence d'anomalies du métabolisme osseux ou une ostéoporose prématurée. La présence de symptômes ou signes extradigestifs au niveau neurologique, des céphalées récurrentes, neuropathie périphérique idiopathique et l'ataxie cérébelleuse non héréditaire. Au niveau de la prise de sang, qu'est-ce qui peut orienter vers une maladie cœliaque? Une anémie ferriprive, carence en folate ou en vitamine B12 et l'élévation persistante des transaminases. Teste également les patients avec des facteurs de risque comme famille du premier ou deuxième degré ayant une maladie cœliaque, diabète de type 1, thyroïdite auto-immune, syndrome de Down ou de Turner, ainsi que l'hémocidrose pulmonaire. Ok, quels anticorps faut-il doser? Il y a les auto-anticorps comme les anticorps anti-endomysiales qui sont assez sensibles et spécifiques, les anticorps anti-transglutaminase tissulaires qui sont encore plus sensibles. Si tu associes les deux, tu as une spécificité qui passe quasiment à 100%. Pour les anticorps anti-gliadine, on a les anticorps anti-gliadine déamidés, que ce soit les IgA ou les IgG. Les anticorps anti-gliadine simples, il ne faut pas les tester parce qu'ils présentent beaucoup de faux positifs, autour de 15 à 20%. Garde aussi à l'esprit que le résultat des anticorps peut être influencé de façon assez importante par la méthode diagnostique avec une large variation de sensibilité et de spécificité entre les laboratoires. La sévérité de la maladie cœliaque peut influencer les résultats, c'est-à-dire que les anticorps peuvent être très élevés chez un patient très malade, alors qu'ils peuvent être faibles, voire négatifs, chez un patient très peu malade. Les facteurs diététiques peuvent influencer les anticorps, c'est-à-dire un patient qui a commencé un régime sans gluten peut avoir des anticorps négatifs malgré qu'il présente une maladie cœliaque. Les enfants de moins de 2 ans peuvent avoir des résultats faussement négatifs. Si tu as un déficit en IgA, tu peux avoir des anticorps négatifs. Là, il faut plutôt tester les IgG. Passons maintenant à la morphologie. Au niveau de l'endoscopie, tu peux retrouver une muqueuse atrophique avec perte des plis, présence de fissures, vascularisation sous-muqueuse visible. L'examen endoscopique a une sensibilité faible pour détecter une maladie cœliaque. En plus, tu ne peux pas faire le diagnostic différentiel avec une giardia, une entéropathie auto-immune ou un HIV. L'un des examens clés pour le diagnostic de la maladie cœliaque, c'est l'histologie. Minimum 4 biopsies du duodénum, associées à 1 à 2 biopsies du bulbe. On va ensuite utiliser la classification de Marsh pour faire le diagnostic, qui se base sur la présence de villosité, crypte et l'infiltration lymphocytaire. Une classification de Marsh supérieure ou égale à 2 pose le diagnostic de maladie cœliaque. Maintenant, au niveau génétique, quand rechercher l'HLA? On peut rechercher soit l'HLA DQ2 ou DQ8. L'HLA DQ2 ou DQ8 peut être présent dans la population générale, mais ils sont présents chez quasi tous les patients avec une maladie cœliaque.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le résultat est positif, tu ne peux pas dire est-ce que le patient a une maladie cœliaque ou pas, mais si le résultat est négatif, tu peux exclure une maladie cœliaque. Ici, c'est une valeur prédictive négative qui est supérieure à 99% avec une valeur prédictive positive juste de 12%. C'est quasi rien. Vers la fin, je t'ai mis un algorithme pour le diagnostic de la maladie cœliaque. Je te laisse le lire tranquillement. Et je te mets en lien l'algorithme pour le diagnostic de la maladie cœliaque. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.